Bonsoir et bienvenue en cette soirée du dimanche 15 mai. Il est 19h passé de 2 minutes sur la première. Le temps de l'information, c'est tout de suite les titres de cette édition dominicale. C'est parti. L'urgence est là, fini le blabla, sauver la planète bleue et engager avec vigueur la transition énergétique. Les températures dans le monde n'ont jamais été aussi chaudes. Le sommet du climat est ouvert à Papeete. Des solutions peut-être sur la table et des investissements à venir. Nous faisons le point sur le début de ce rendez-vous international. Il croise au large des îles sous le vent, 1000 Français et Américains main dans la main pour acquérir les bons réflexes alliés en cas de nécessité. La zone Pacifique est pleine de menaces. Ces opérations sont une manière de souder les armées et d'avoir une culture commune. Description de l'exercice de ce jour à Wainé dans ce journal. Du sport sans éclipse, c'est le week-end, il est survitaminé comme d'habitude. D'abord 4 garçons dans les vagues et sous le vent, c'est du surf avec la Tapuna Master. Ensuite du sérieux où la polyvalence est la règle, c'est le triathlon de Punauia avec la victoire de Jean-Marc Rimaud. Et enfin nous ferons connaissance avec un grand espoir du judo, Raouti Vernodon, un super portrait à découvrir tout à l'heure. Il a chaussé ses semelles de vent et son sourire de jeune premier éclairera les pages des sports. David Chang nous accompagne dans ce journal. A tout de suite David. L'inquiétude face à la montée des eaux n'est pas nouvelle. Il y a déjà des décennies que la glace des pôles devient eau de neige. Il y a un quart de siècle, l'alarme résonnait parmi la population. Ce soir, le Fénois d'antan vous conduit en 1998. Et justement, on va s'intéresser à ce qui se passe à Papeete avec le rendez-vous solennel où sur la carte du monde, l'on veut dessiner le bleu vif d'une humanité qui veut survivre. Ce sommet sur le climat qui a débuté aujourd'hui, c'est encore un cri des experts internationaux et des acteurs de la cause écologique sont au Fénois. La présidence les a accueillis ce matin. Édouard Fritsch a souligné l'expérience du Fénois en matière de protection, mais son discours est également un cri. Nous l'écoutons immédiatement. Les différents groupes de travail du GIEC ont révélé des prévisions pessimistes et que nos habitants des îles sont les plus vulnérables face au changement climatique. Dès lors, comment ne pas partager le constat du Saint-Père François, le pape François, qui déplore, et je le cite, que notre maison commune se dégrade et que la qualité de la vie se détériore. Notre survie est aujourd'hui clairement menacée. Et cet après-midi, les travaux pratiques du colloque ont commencé. Dessine-moi une planète complètement bleue pour le futur. C'est un peu la feuille de route alors que le niveau de la mer, vous le savez, ne cesse de monter. Il pourrait d'ailleurs monter de mètres d'ici la fin de notre siècle présent. L'heure est donc grave. Protéger l'océan et assurer la transition énergétique, recettes nouvelles et savoirs ancestraux peuvent être une source à idées lumineuses. Compte rendu Caroline Fary avec Patrick Tinsing. Ils arrivent du monde entier, scientifiques, investisseurs et leaders mondiaux, tous réunis pour une même cause, la fragilité du climat et par voie de conséquence de notre océan, une rencontre qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas un sommet scientifique comme les autres en fait. Il y a vraiment une rencontre de gens qui peuvent financer, d'accélérateurs, enfin même d'entreprises, et puis et quelques scientifiques. Nous, ce qu'on a fait dans le cas de BCI, c'est qu'on s'est alliés. La Micronésie avec One Reef, tout le Pacifique central avec le réseau LMMA et le Rahui Center, que je dirige depuis quelques années, pour proposer des actions qui sont dirigées par les communautés. Le projet d'une aire marine protégée d'1 million de kilomètres carrés présenté par Édouard Fritsch revient au goût du jour. Son application prendra du temps, mais l'idée séduit déjà de nombreux pays comme le Chili, très impliqué dans le concept avec l'île de Pâques. Nous apprenons de la Polynésie. Rahui et Tapu sont les meilleurs moyens de protection qui sont utilisés depuis des milliers d'années. Ce n'est pas une nouvelle idée de l'Occident, c'est une coutume de laisser des zones au repos pour qu'elles se régénèrent. Et c'est ce dont nous avons besoin en ce moment particulier de crise. La transition énergétique passera aussi par l'énergie ou l'eau motrice des courants marins. Un projet d'avenir pour la Polynésie qui intéresse le cluster maritime. Quand on regarde bien, il y a toujours des mouvements des vagues dans l'océan. Et l'hydrogène, on parle de l'hydrogène, ça pourrait être effectivement développé avec ces technologies holomotrices, avec des centres de production imaginés en pleine mer pour éviter les risques qu'une centrale à terre pourrait constituer. Donc des idées qui ont plein d'avenir. L'avenir énergétique devra, quoi qu'il en soit, trouver des financements. Ce sommet permettra peut-être de faire avancer les stratégies les plus innovantes.
Et allez à la fenêtre maintenant et regardez vers l'est. La beauté du monde avec une éclipse de lune qui est visible sur l'ensemble du territoire polynésien. Son pic, c'était tout à l'heure à 18h11. Dans quelques minutes, la pleine lune va revenir. Un spectacle superbe de la nature à ne pas manquer. Une seule langue, celle de la défense et celle de la protection des civils. C'est l'opération Marama, militaires français et américains main dans la main. Deuxième journée aujourd'hui et de l'animation sur le quai de Wainé. 80 militaires pour sécuriser le lieu après un cyclone de forte intensité. Le but est clair, protéger les vivres et sauvegarder l'intégrité des populations. Compte rendu sur place avec Jacques Damour et Ignacio Rabeño. Ils viennent de recevoir l'ordre de se déployer le plus rapidement possible pour gérer une situation avec risque de débordement. En fait, il y a un navire qui va apporter une cargaison de vivres qui sera ensuite récupérée par les ONG en vue d'être distribuée à la population. Néanmoins, la population est actuellement en détresse, donc elle manque de vivres, d'alimentation, d'eau. Et le risque, c'est qu'ils viennent se jeter sur la livraison de cargaison. Les équipes de l'adjudant Gilles du RIMAP, composées de femmes et d'hommes, prennent position afin de sécuriser la zone. À leur côté, des GIs de l'US Army pour les épauler. Aujourd'hui, notre mission est de soutenir et d'assister l'armée française pour la surveillance du quai de débarquement au cas où il y aurait des débordements venant de la population, mais c'est un exercice. Les belligérants privés d'eau et de nourriture depuis 72 heures veulent à tout prix se servir. Le ton monte, le maître chien entre en action. Ensuite, la population s'est un peu révoltée, normal, parce qu'ils ont faim, ils ont soif. Donc on a pu un peu les calmer grâce au maître chien. Et puis ça s'est maintenant apaisé. Et dans la réalité, ça sera exactement la même chose. En fait, tous les jours, nos tamaris volontaires du RIMAP et les GIs américains de l'US Army Reserve ont mené des actions en commun. Que ce soit sur le terrain, comme vous venez de le voir, face à du plastron, de l'opposition, ou soit sur des actions au profit des populations. Une belle démonstration que Marara, au-delà de ses aspects opérationnels, tactiques et militaires, reste avant tout l'assistance humanitaire à la population, sa protection et, si besoin, l'évacuation de ses ressortissants. De la transmission maintenant dans ce journal. Ils ont entre 3 et 18 ans. Ils vont à la messe tous les dimanches avec leurs parents, mais durant le mois de mai, le mois de Marie, dans le calendrier catholique, c'est un moment particulier. Nous parlons de l'école du dimanche avec les protestants et les petits et les grands sont désormais, durant ce week-end, les chefs du culte, l'occasion de pratiquer la langue tahitienne que les enfants apprennent de manière hebdomadaire. Reportage signé Natacha Silagi et Jérôme Lee. Jusque-là, tout semble normal à l'école du dimanche. Sauf qu'aujourd'hui, comme à Noël, les moins de 18 ans prennent la main et dirigent le culte devant des parents attendris. Aucun des plus jeunes ne s'attarde. C'est compliqué de mettre de côté sa timidité, surtout pour lire des versets de la Bible en tahitien. Le but, apprendre et pratiquer la langue. C'est plutôt de bien prononcer les mots, parce qu'il y a des mots qui sont compliqués et certainement en tahitien, ça ne veut pas forcément avoir le même sens. Car en Polynésie, si 98% de la population est francophone, l'Église continue d'encourager l'apprentissage du tahitien dès le plus jeune âge pour empêcher sa disparition. C'est un début, mais non seulement on doit pas le parler au sein de l'école de dimanche, mais aussi à la maison. On pousse également les parents à participer aussi. Dernièrement, il y a des personnes référentes du Rio Maui qui ont reconnu qu'à l'école de dimanche, le Rio Tahiti était encore véhiculé. Transmission en plus de la quête, ou comment associer soutien financier de l'Église et promotion de la langue tahitienne. Et un rendez-vous radio à noter pour demain matin. La radio, vous le savez, ausculte tous les jours les élections pour les députés de la République. 2 invités demain qui sont en lice pour la première circonscription, en l'occurrence le maire de Makemo qui concourt sous les couleurs du parti de Madame Sanker et le jeune candidat du Tavini, Tematai Le Gaïk. Rendez-vous à partir de 7h sur les ondes de Polynésie, la première. Dimanche soir, c'est du sport et vous le savez, la petite musique qui nous appelle David Chang, un ami de lumière. Voici le jingle.
Bonsoir David, un menu très copieux ce soir et on commence avec du surf. Tapuna Master, ça s'est terminé cet après-midi et c'était bon. Tout à fait Stéphane, oui, et c'est Teiva Tetahio qui s'est imposé en finale face à Taumata Puhetini. Les scores étaient très serrés, 16,30 contre 15,77 sur 20. Ce sont les meilleurs scores de la journée. Il faut dire que c'est à ce moment-là que les conditions sont devenues parfaites. Regardez ces vagues. Dans la catégorie bodyboard, c'est Tawari Arihohoa qui a gagné face à Nicolas Caponi. Mais je vous propose d'écouter les finalistes surf et bodyboard. Ils sont interrogés par Tim Pruvot. Je croyais pas, franchement, je croyais pas. J'ai eu la vague qu'il fallait, trop content. Ça fait 3 ans que je la voulais cette compète. Et voilà, je suis trop content de l'avoir gagné. Début de matinée, là, c'était pas extra, c'était un peu petit, on avait du mal à choisir nos vagues. Et puis là, franchement, pour la finale, on a eu de belles conditions, on avait quoi, 1m50, 1m80 parfait, et voilà, on a pu s'exprimer, quoi. C'était top, ça fait toujours du bien de trouver les copains, et puis d'être encore en finale ici. J'aurais voulu gagner, c'est comme ça. Au début, c'était un peu chaud parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vagues, il fallait vraiment attendre. Mais vers la fin de journée, ça a été. Belle finale, il y a eu des bonnes vagues, mais il fallait quand même attendre, il fallait avoir des nez d'acier pour attendre la bonne vague. Et David, il y avait du monde ce matin pour Naouya, c'était le triathlon, 205 compétiteurs au top de la forme. Un événement organisé par le Punar'u Triathlon et la fédération tahitienne. Au programme 5 courses, enfants et adultes. Parmi elles, le parcours XS pour les débutants et le parcours S pour les plus chevronnés. Sur ce dernier, il fallait réaliser 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Le plus fort à ce jeu-là, ça a été Jean-Marc Rimaud, suivi de Thomas Lubin et de Damien Troquenet, Arihuetef Afana et Tim Pruvot les ont suivis. C'est par un bain sportif que les triathlètes ouvrent les hostilités. Première épreuve, 750 mètres de natation. Dès le départ, les plus rapides creusent l'écart. Il y a 2 boucles à effectuer avec une sortie à l'australienne. Et le plus fort à ce jeu est Jean-Marc Rimaud, premier à sortir de l'eau et premier à monter sur son vélo. À ce moment, plus d'1 minute le sépare de ses concurrents. 20 km à pédaler, les plus rapides roulent à une moyenne de 40 km/h, l'équivalent de 30 minutes de course à la seule force des jambes. Oh oui, c'est dur, mais ça va. Il faut de la force dans les jambes jusqu'à la fin. Les meilleures chaussures sont de sortie. Jean-Marc Rimaud conforte son avance. À l'arrière, en bataille pour la 2e place, sur un parcours de type cross-country, le sélectionné pour les mini-jeux du Pacifique, Damien Tourquenet, essaye tant bien que mal de revenir sur Thomas Lubin. Sans succès. Au final, le classement ne changera pas. Le numéro 183 lui a porté bonheur. Jean-Marc est le grand vainqueur. J'ai creusé l'écart parce qu'il fallait que je prenne de l'avance. Et après, ça a été un contre-la-montre de vélo où j'ai roulé à 42 de moyenne à peu près. Et à pied, ça a été très dur. J'ai fait 2 km où je suis très content. En allure, en gros, 17,5, 18 à l'heure. Et j'ai explosé les 2 derniers, mais j'avais 3 minutes d'avance sur le deuxième, sur Thomas Lubin, collègue de club de Kona. Donc voilà, je suis hyper content. Moi, je voulais faire 2. Je voulais, entre guillemets, remettre les pendules à l'heure avec la sélection de Tahiti qui a été choisie. Objectif atteint, la personne retenue, je suis devant, donc je suis très content. En duathlon, Emmanuel Hutin fait cavalier seul tout le long des 2 épreuves. Et Guénaël Roby remporte chez les dames. C'est mon premier duathlon, donc c'est vraiment une découverte. Les transitions vélo, course à pied ne sont pas forcément évidentes sur les premiers kilomètres. Bon, en plus, là, en plein soleil, il fait bon, il fait même chaud. Là, pour les petits jeunes derrière, à mon avis, ils vont souffrir, il va bien falloir s'alimenter. Mais ouais, c'est sympa, bonne ambiance, tout le monde s'encourage et tout. Franchement, à refaire. Ça fait 2 mois que je m'entraîne dur pour partir au mini-jeu dans 1 mois. Donc c'est vraiment, c'est une de mes plus belles victoires aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir gagné devant des concurrences de choc et à 1 mois du départ. Prochain grand rendez-vous pour nos triathlètes, les mini-jeux du Pacifique aux îles Mariannes, du 17 au 25 juin prochain. On est mieux dans l'eau.
Stéphane, il y a eu aussi du volleyball, du football U13, moins de 13 ans, et du tennis de table ce week-end. Les images sont de Teiva Ribé et Tim Pluvaux. La fédération tahitienne de volleyball a organisé son championnat de Tahiti U19 à Mahina. Après une longue absence, 5 équipes ont répondu présent. Les rencontres allées se sont terminées hier. Les juniors de Tiarai sont en tête au classement général provisoire. Ils sont suivis de Vénus et de Tefana. Le championnat sert de préparation pour une rencontre internationale. Normalement, au mois de juillet, on a un tournoi international U21 avec les seniors. J'espère qu'on aura aussi des équipes étrangères qui vont venir. On pourra alors sélectionner des jeunes pour aller rentrer dans le U21. La grande finale du Challenge U13 2022 a eu lieu hier. Le résultat d'affrontement entre les équipes de toute la Polynésie. Au programme de cette dernière journée, un quiz sur les règles de jeu et les règles de vie. Une évaluation technique et des matchs. Vénus remporte le challenge suivi de Tefana et de Papara. Nous, on vient de la presqu'île, hein. On vient du Tearapu Ouest. Et ouais, on est content d'être là. Ça permet de faire un état des lieux sur la catégorie, de voir un petit peu où nos joueurs en sont, les meilleures équipes, les meilleurs joueurs. Donc pour nous, c'est une journée importante. Le foot, c'est top! Le top 12 des moins de 18 ans avait lieu hier et aujourd'hui à la salle de tennis de table de Pater. Les 12 meilleurs de la discipline se sont affrontés sur 11 matchs. Un niveau très élevé cette année avec comme enjeu une place pour les Océania et aussi l'intégration à la sélection de la fédération. David, 22 ans, c'est un bel âge, surtout pour avoir des projets sportifs, pour aller vers les sommets. On va s'intéresser à une championne, Raouti Vernodon. Le judo, c'est son sport de prédilection. Elle est revenue depuis un an ici au Fénois pour aller vers les sommets. Oui, et sachez Stéphane que pendant 7 ans, en métropole, elle a fréquenté les centres d'études et de sport. Cette judoka polynésienne connaît bien les compétitions de haut niveau. Elle a souvent gagné sa place sur les podiums dans l'Hexagone. Rauhiti a ouvert son club de judo à Punaoia depuis le mois de novembre dernier. Elle partage ainsi ses savoirs avec ses licenciés. Sandroli et Tim Pruvaux sont allés à sa rencontre. Regardez. Rauhiti Vernodon a enfilé pour la première fois un kimono à l'âge de 8 ans. En 2014, âgée de 15 ans, elle quitte le Fénois pour rejoindre le Pôle Espoir à Bretigny en France. 2 ans en sport-études, puis 2 ans à Pôle France à Strasbourg et enfin 3 ans à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Je retiens que de bonnes choses parce que du coup j'ai fait de belles rencontres, j'ai pu faire pas mal de compétitions, j'ai pu obtenir des sélections au niveau de l'équipe de France, donc c'est beaucoup de bénéfices pour moi et aussi des objectifs qui ont été atteints. Elle gravit les échelons pour atteindre le haut niveau du judo français en remportant la médaille de bronze au championnat de France junior, puis vice-championne de junior et médaillée de bronze en première division senior au championnat élite en 2021. Tu participes toujours à des compétitions actuellement? Alors très peu parce qu'il n'y a pas d'adversaire ici, donc du coup il n'y a pas d'opposition. Je me présente sur les compètes mais on reçoit les titres sans forcément avoir d'opposition en face. Mais dernièrement j'ai fait un championnat de Polynésie où j'ai pu m'affronter avec des garçons. Le groupe de Oahe. Aujourd'hui, elle partage sa passion avec les enfants en tant qu'éducatrice spécialisée. Elle compte déjà une quarantaine de licenciés, Benjamin et Minim. Et c'est génial le sport. Et tu as quel âge? J'ai 8 ans. Et madame, elle est comment? Gentille. On apprend des techniques. Comme quoi? La technique du cheval. Et c'est génial le sport. Là, on doit faire ça, toutes ces techniques. Et cette prise, c'est quoi? Cette prise, c'est Uochigari, grand fauchage. Et laquelle tu peux faire dans tout ça? Je peux toutes les faire. Sa plus belle récompense a été celle des derniers Jeux du Pacifique à Samoa en 2019, où elle décroche la médaille d'or. Elle ira défendre son titre en 2023 aux îles Salomon. Et voilà Stéphane, le sport de cette semaine, c'est déjà fini. Formidable, vous avez mis KO la morosité. On se retrouve la semaine prochaine avec Marouki pour nous donner du tonus. Jingle, c'est parti.
Pour le sport, la culture, c'est logique. Dans la langue choisie du moment, on dit un mut. Enfin, nous dirons, nous, le nec plus ultra des rendez-vous du Conservatoire de musique. Nous parlons du concert des ensembles de cette magnifique école artistique, de l'harmonie, des notes justes et un cœur l'ouvrage, qui donne du relief aux œuvres proposées. Sur la scène, 200 élèves et dans le public, des regards déjà conquis. C'est légitime. Louis de Calignénard et de Thévaribé en est joliment ému. Reportage. Transmission et partage, c'est l'essence même de cette chorale dont fait partie Tina Ley depuis 3 ans. Le chœur des jeunes talents valorise les chansons du patrimoine polynésien à travers les arts classiques. J'essaie de chanter le plus souvent possible en tahitien, j'essaie d'en apprendre des nouvelles. Mais oui, après forcément il y a l'accent qui joue, etc. Et surtout l'accentuation des mots, ça aussi qui est compliqué. Les personnes qui sont dedans vont de 10 ans, on va dire, à 17 ans pour les ados. Aujourd'hui, j'ai demandé à un groupe d'adultes qui font partie de la classe d'Eric, de Peterson Coman, de nous rejoindre pour renforcer un peu la chorale. Favoriser la mixité entre art classique et traditionnel, cela passe aussi par l'invitation des élèves du cours de ukulélé. Les plus jeunes ont 6 ans, comme Hekili. Comment tu t'es sentie sur scène? Bien. Bien. T'étais pas stressée, t'as pas eu peur? Non. C'est un challenge, mais comme on est nombreux, ça permet de se sentir entouré. Voilà. Donc, on peut se permettre de faire des erreurs, ça passe inaperçu. Ils vont faire le gala le 18 juin. Donc je voulais un peu les mettre en avant aujourd'hui pour travailler un peu leur panique, leur stress, leur mise en avant face au public. Petite et grande harmonie partagent la même passion, celle des cuivres et des instruments à vent, comme la flûte traversière. Oriro en joue depuis 4 ans et aujourd'hui, elle découvre la scène. J'ai stressé au début beaucoup même. Voilà, et sinon c'était super, ça va, il n'y a pas eu de cafouillage. J'espère qu'elle va continuer cette voie parce qu'en plus de la danse haïtienne, elle joue de la flûte traversière et j'en suis très fière. Le premier objectif, c'est de permettre à entre 150 et 200 élèves de jouer sur scène et donc de valider toute une année de travail et de connaître la véritable magie de la musique et se faire applaudir et d'y croire, de rêver. Prochain rendez-vous du conservatoire le 20 mai pour le concert caritatif du Blue Climate Summit sur la grande scène de Toata. Nous y serons y croire également le 28 mai. Il y aura du monde dans le soir du Tououra. Pour cause, ce sera la 30e édition de Miss et Mister Île sous le vent. Près de 1000 personnes attendues et sur la scène, 8 garçons et 8 jeunes filles. La présentation officielle des candidates et candidates a eu lieu ce week-end. Le spectacle promet beaucoup son thème, les Amazones. À noter qu'à part Maupiti, toutes les autres îles de l'archipel auront des représentants. Notez bien, c'est dans 15 jours, samedi 28 mai. La montée des eaux, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces au pôle Nord faisait déjà la une des journaux du temps de notre prime jeunesse. Il y a donc un quart de siècle. La montée des eaux était déjà un sujet de discussion ici au Fénois. Les citoyens s'en inquiétaient. Nous ouvrons les archives de la première avec ce Fénois d'antan, SOS d'Iliens en détresse. C'est parti. Le niveau des océans bouge, il bouge et même il monte. Pourquoi ? Parce que depuis quelque temps, on assiste à un réchauffement sensible de la température. Ce réchauffement, provoqué notamment par des dégagements de gaz carbonique dans l'atmosphère, modifie le climat. Il entraîne en particulier la fonte des glaciers de l'Antarctique. Fonte des glaciers, hausse des océans, transfert logique. Depuis un siècle, cette hausse est estimée entre 15 et 25 cm, mais on prévoit déjà pour le siècle à venir un chiffre supérieur de 30 à 40 cm. Il peut y avoir des hypothèses plus catastrophiques, des fontes beaucoup plus brutales des glaciers qui recouvrent l'Antarctique. Et à ce moment-là, ce sera plus 30 ou 40 cm, mais on pourrait atteindre peut-être 60, 70, 80 cm. Mais ceci dit, ce sont des scénarios. Nous n'avons pas de preuves de ce qui peut se passer.
En ce qui concerne la région, et si on envisage le pire, 2 hypothèses sont possibles. Un scénario catastrophe dans lequel des îles basses comme les Tuamotu pourraient être à terme recouvertes. La hauteur moyenne de ces îles se situant seulement à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Enfin, un deuxième scénario plus optimiste, celui dans lequel le corail, matière vivante, se développerait parallèlement à la montée des eaux, agissant alors comme une barrière naturelle et protectrice. Mais les mouvements de l'océan peuvent également entraîner d'autres phénomènes climatiques dans la région. Ce qu'on peut craindre, c'est des fois également des changements dans la climatologie, dans la fréquence ou dans l'importance des cyclones, des choses de cette nature, qui peuvent, alors là on l'a vu encore récemment, qui peuvent quand même créer des profonds troubles de par la violence des vents qui peuvent s'accompagner de changements climatiques qui seraient significatifs. Des changements climatiques qui sont heureusement pour la plupart cycliques. Reste que les scientifiques n'ont pour l'instant aucune certitude. Malgré l'homme et ses recherches, les éléments naturels restent toujours incontrôlables. C'est bientôt la fin de cette édition. On va vous rappeler l'information principale de la journée. Elle est d'importance. Elle concerne le sommet du climat qui vient de débuter. Il va se dérouler toute cette semaine ici en Polynésie. Et la volonté est forte de passer au concret. Ce matin, les participants ont été reçus à la présidence du gouvernement. L'heure est grave, les débats seront riches. À l'issue de ce sommet, des investissements sonnants et trébuchants pourraient être décidés. Donc, une affaire à suivre toute la semaine sur les antennes de la première. Justement, on va regarder le futur immédiat avec l'agenda qui nous attend ici pour notre vie quotidienne au Fénois. Vous le voyez demain, la fin du port du masque obligatoire dans l'ensemble des transports collectifs. Mercredi, ce sera les 80 ans de la présence américaine à Bora Bora, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, une présence qui sera évidemment saluée par les militaires qui participent pour l'instant à l'opération avec les Français jusqu'à la fin de semaine. Et puis vendredi également, on revient sur le sommet consacré au climat avec la remise des prix pour les écoliers et lycéens de la ville de Papeete. On va s'intéresser maintenant à ce qui nous attend pour ce soir. Sur les écrans, vous le voyez, For Life, une série, puis après, ce soir, une belle réalité documentaire et surtout de fiction avec des courts-métrages qui viennent de l'ensemble des océans de l'outre-mer français. Soyez donc fidèles à la première. En tous les cas, merci d'avoir été au rendez-vous de l'information. Demain matin, Réveil Radio, vous le savez, avec nos collègues Ibrahim Ahmedazi et Carlos Nutua. On parlera de politique jusque dans toutes nos éditions. Demain soir, retour à 19h de notre collègue Ayata Taraou pour votre journal en français. Très belle soirée avec nous et que la nuit soit douce à vos songes. Générique avec du sport, c'est le dimanche et on aime ça. Belle respiration. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.